Bonsoir et bienvenue. Ce soir, Investigation vous emmène sur les terres de la mafia à Naples et à Tokyo. Un voyage déroutant au cœur de ces clans qui font régner la terreur en Italie et au Japon avec les Yakuza. Ces mafieux qui se prennent pour des samouraïs alors qu'ils ne sont que des bandits. Une plongée surprenante dans un monde toujours fermé, toujours secret. Direction Naples, la ville la plus dangereuse d'Italie, là où règne en maître la Camorra. 270 familles se font la guerre. En 2013, cette vendetta a fait 62 morts et de nombreuses victimes collatérales, de simples citoyens qui étaient là au mauvais moment. Dans les quartiers nord, comme la Scampia, le taux de chômage est exorbitant, il atteint 75%. La mafia est partout et recrute même les enfants. Corruption, drogue, racket, trafic d'ordures, une criminalité omniprésente, difficile à combattre, même si les habitants commencent peu à peu à parler. Ville violente, Naples, un film de Grégoire Degnaud et Guillaume Martin. Et dès qu'il est sorti de l'immeuble, ils lui ont tiré dessus. Vous venez d'où? Descendez de la moto. On est toujours contre la Camorra. C'est le neveu d'un chef qui l'a écrit. Je faisais partie de ces gens qui étaient obligés de payer deux fois, à deux clans différents, la famille Ascione et la famille Birra. Si vous cachez de la drogue, on va la trouver. Mais pas du tout. Pourquoi je devrais vous mentir? Voilà, ça, c'est la place de vente. Normalement, les places sont gérées par les familles qui surveillent le business. Regardez là sur la gauche. C'est l'un des groupes qui contrôle le territoire. Cette dose-là, on la vend ici à 30 €. C'est 2 sniffs. Il y a le père Peppino Diana, tué par la Camorra. Et là, nous avons Gianluca Siminiero, une autre victime de la Camorra. C'est de l'amiante. Qui laissé comme ça est très dangereux. Ça, en revanche, c'est du bitume, le matériel utilisé pour faire le toit des maisons. J'étais sur le scooter, je parle avec des potes, ils arrivent, ils nous tirent dessus. Ils étaient en voiture? Oui, en voiture. Bienvenue à Naples, une des plus grandes cités méditerranéennes. Avec près de 4,5 millions d'habitants, l'ancienne capitale du royaume des deux Siciles est devenue la ville la plus dangereuse d'Italie. Corruption, racket, drogue, trafic d'ordures, la mafia contrôle tout, c'est devenu le royaume de la violence. Direction les quartiers nord, à Scampia. Immortalisée par le film Gomorra, cette cité dortoir est le fief de la Camorra, la mafia napolitaine. Ici, tout le monde a un lien étroit avec le milieu. Davide, comme tous les gamins du quartier, y a commencé très tôt sa formation de truand. Si on vient ici à la recherche de la laideur, de la méchanceté, c'est facile à trouver. J'ai compris que je ne pouvais plus être un enfant quand j'avais 9 ans. Parce que les adultes, les gens de la Camorra, se servaient de nous pour transporter des armes d'un immeuble à l'autre. Parfois, c'était de la drogue et de l'argent. J'y ai pris du plaisir, j'étais fasciné. Peu à peu, dans mon imaginaire d'enfance, ces gens ont commencé à devenir plus importants que ma mère. Le véritable crime dans un quartier difficile comme Scampia, c'est de ne pas permettre aux enfants d'être des enfants. Avec un taux de chômage de 75%, la Camorra recrute sans grosse difficulté. Alors quand on est jeune et désœuvré, la seule solution, c'est l'illégalité. Un jeune de 20 ans qui travaille pour la Camorra, c'était il y a 20 ans un enfant sans défense, sans protection. On fait des conneries, on tue des gens, on vénère le chef, on l'appelle mon oncle. On suit ces gens comme des cons. J'ai dit à des jeunes qui voulaient être camorristi, pour être camorrista, il ne faut pas avoir des couilles, il suffit d'être con.
Les gens qui entrent dans le système sont déjà morts et ils ne le savent pas encore. Ça ne vaut vraiment pas la peine de gagner des paquets de fric que tu ne pourras jamais dépenser. Après des années à faire le truand et pas mal de problèmes, Davide a fui dans le nord de l'Italie. À son retour, il a décidé de créer un centre pour les enfants, pour les aider à ne pas devenir comme lui. À 17 ans, j'avais réussi à me créer un nom dans le quartier et dans le clan dont je faisais partie. C'est pour ça qu'ils m'ont tendu une embuscade, pour essayer de me tuer. J'ai passé 40 jours à l'hôpital. Quand je suis sorti, je suis passé chez l'oncle. Il m'a donné 250 €. 250 € pour les 4 balles que j'avais reçues. Même si la violence est partout, et malgré peu de moyens, Davide réussit à donner de l'espoir aux jeunes. Allez, venez. Non, non. Et alors, rien. Bon, ne venez pas. Regarde-toi, tu es encore en pyjama. C'est ton pyjama, ça? Francesca, tu veux dire quelque chose sur le centre? On apprend à lire. Il y a beaucoup d'enfants. Avec Davide, on fait plein de choses. Il nous a fait comprendre plein de choses. C'est eux, les enfants, qui sont en train de changer le quartier. Ils ont confiance dans le futur, et nous avec eux. Davide a effacé la peur. Pas facile de grandir tranquillement dans cet univers sale et délabré. Ces HLM des années 80, triste symbole de la déchéance de Scampia, doivent être détruits depuis des années. Le problème, c'est comment reloger les habitants. Regarde comme c'est beau, toute cette verdure. Sans avenir, les laissés pour compte de Naples préfèrent se débrouiller entre eux, sans se soucier de la légalité. Les institutions ne font rien. Ils trouvent des excuses pour dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne s'intéressent pas au quartier, aux gens qui y habitent. Ils ne font rien. Les politiques n'ont toujours pas la confiance des gens, parce que pendant des années, c'est la mafia qui s'occupait d'eux. La mafia organisait les enterrements, elle aidait pour faire les courses, pour faire du bricolage, réparer les escaliers, et puis il y a le jeune qui a besoin de son permis, la jeune fille qui doit faire la communion. Mais tout n'est pas perdu dans l'ancien supermarché de la drogue. Même si la guerre des clans continue, le trafic de drogue a nettement baissé ces 10 dernières années. La raison, une présence constante et discrète de la police. Pas de démonstration de moyens, c'est par deux que les policiers patrouillent. À Scampia, il n'y a plus d'endroit inaccessible. C'est sans crainte que Antonello et Antonio pénètrent dans les cités. Descends de la moto. T'es fatigué, non? C'est pour ça que t'étais assis comme ça. J'ai mal à la jambe. Bien sûr, la jambe. Mais j'ai rien fait. Salut les gars. Je parle avec lui. Alors, t'as trouvé du boulot ou pas? Non. Non? J'attends. Ah bon? Et la jambe, comment ça va la jambe? Explique ce qui t'est arrivé. Ils m'ont tiré dessus. Il a été blessé lors d'une embuscade. Ils ont tué son chef. Explique, comment ça s'est passé? J'étais assis sur le scooter, je parlais avec des potes, ils sont arrivés et ils nous ont tiré dessus. Je suis plus dans le milieu. Mais si, tu bosses encore. Allez, combien tu te fais par jour? Honnêtement. Honnêtement. Je sais pas, 30 €. 30 € par jour? 30 €. 30 € par jour? C'est comme ça. Je te crois pas. C'est vrai, tu crois que je mens? Tu me connais depuis que je suis petit. C'est pas vrai. Il y a des policiers partout.
Bon, on monte? Allez, ciao. Je t'ai jamais menti. T'inquiète pas, fais gaffe. Tu me connais. Ciao. Respecté et craint, depuis 17 ans, il contribue à nettoyer l'enfer. Chaque jour, les policiers mettent la pression sur les dealers. Avant, la drogue était partout, dans les moindres recoins. Ici, il y avait un ascenseur. Ça a été muré pour ne pas faire déborder les ordures qui sont à l'intérieur. Souvent, ils cachent la drogue dans les ordures. Salut les gars. Il y a pas mal de petits sacs. La drogue est cachée partout. Regardez comme c'est pourri ici. Regardez par là. Tout ça, ils l'ont peint pour éviter le reflet de la vitre. Parce qu'ici, ils vendent. Maintenant, il n'y a personne, parce qu'ils savent qu'on est là. Mais dès qu'on part, ils se regroupent. Ils se cachent ici, et à travers ce trou, ils regardent si la police arrive. Eux, ils peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir. Dans ces cités, tout le monde travaille pour la mafia, le système comme ils disent. Au détour d'un escalier, nous croisons une dame. Antonello connaît tout le monde et le dialogue est une arme redoutable. Ils l'ont tabassé. Je le sais, tu me l'as dit. Je l'ai rencontré et il me l'a dit aussi. Ça y est, il bosse. Qu'est-ce qu'il doit faire d'autre? Il n'a menacé personne. Il a un boulot. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est l'unique chose qu'il peut faire. Avant, cette dame faisait à manger aux dealers. Aujourd'hui, elle est très en colère contre les gens qui ont tabassé son fils. Cette zone maintenant est sous le contrôle d'un autre clan. Ils sont en train de chasser les affiliés du clan qui a perdu, dont le fils de cette dame. Et il a été obligé de se trouver un autre boulot. Il est vendeur ambulant maintenant. Avant, il gagnait 1 000 € par jour. 2 000 des fois, 2 000 par jour. Maintenant, c'est environ 200 € par semaine. Un peu plus loin, l'officier a repéré un trafic. Je pense que là, il y a quelque chose, c'est sûr. Ils vendent de la drogue, là. Tu vois les guetteurs, là? C'est dans ces anciens box, à l'abri des regards, que tout le trafic se fait. Parmi les ordures et les rats, les cachettes ne manquent pas. C'est ici qu'ils vendent. Regarde ici tous ces sacs. Il y avait des doses, c'est récent. Avant, si on trouvait la drogue, 100, 200, 300, 400, 500 doses cachées, on la laissait là, à sa place. Ensuite, on se cachait, par exemple, par là, et on attendait de voir qui venait la chercher. Au bon moment, on l'attrapait, la main dans le sac. Dans ces bas-fonds, on vient aussi pour consommer. Cocaïne, crack, héroïne, on trouve toutes sortes de drogues. Si on veut, on peut même se shooter discrètement, dans un salon. Cet appartement était occupé par une famille à laquelle la mairie a donné un autre logement. Aujourd'hui, c'est utilisé par les toxicos, qui viennent ici consommer leur dose. Dans la puanteur de ces squats, quelques drogués tellement défoncés qu'ils sont incapables d'aligner 3 mots. Il y a quelqu'un ici?
qui? C'est la police. Ouvre la porte. Comment tu t'appelles? Arturo. Au revoir. La tournée d'Antonello continue. Petite visite de courtoisie à une vieille connaissance. On va voir un appartement. Lui, il vendait la drogue de chez lui. Les gens venaient ici et il leur donnait la drogue en restant derrière la grille. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Grâce au bracelet qu'il a autour de la cheville, on peut suivre ses mouvements. Avec le GPS, s'il sort de chez lui, on le sait tout de suite. Et on considère qu'il s'est évadé. Il m'a échappé 2 fois déjà. Il y était presque. Oui, j'y étais presque, mais il a jeté la drogue dans les toilettes, ici. T'inquiète pas, la prochaine fois... Mais non, j'ai rien fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Combien t'en as jeté? Rien. Je faisais faire pipi à mon fils. Et ta femme avait jeté le sachet. Mais non, il n'y avait rien dedans. Je sais plus combien de fois t'as tiré la chasse d'eau. Mais toi, t'étais là, alors que moi, j'étais aux toilettes là-bas. Tu ne m'as même pas vu, j'étais aux toilettes du fond. D'accord, c'est pas grave. Après cette petite récréation, retour sur le terrain. Objectif, trouver une nouvelle cache. Regardez là, cette porte est fermée de l'intérieur pour nous empêcher, nous, d'y accéder de l'extérieur. Ils s'enfermaient ici. Ils planquaient l'argent dans des boîtes à l'intérieur des marches. La plupart du temps, les habitants étaient leurs complices, mais sinon ils s'enfuyaient ici par les toits, verrouillaient la porte et ensuite ils descendaient par cet autre escalier, sans aucun souci, tranquillement. À l'intérieur de l'immeuble, un ascenseur leur était réservé. Personne d'autre ne pouvait s'en servir. Ou alors il fallait leur demander la permission. Endiguer le trafic malgré la guerre des clans, un véritable travail de fourmi que font les 17 policiers de Scampia. Pour le commissaire Tartarelli, le bilan de ces dernières années est plutôt positif. Dans l'imaginaire collectif, Scampia reste encore l'un des plus grands marchés de la drogue en Europe. Toutefois, au cours des dernières années, les choses ont évolué. La vente des stupéfiants a baissé de 80%. Évidemment, ça ne veut pas dire que les clans ont arrêté leurs activités. Ils se sont tout simplement déplacés ailleurs. Au début de 2013, la guerre s'est terminée. Les clans ont ratifié un pacte pour se partager le territoire de Scampia et de sa banlieue. Un pacte qui garantit aujourd'hui encore la tranquillité du quartier. Un autre phénomène de ces derniers mois, c'est le racket. Les clans ont perdu beaucoup d'argent avec la baisse de la vente de la drogue. On pourrait dire que ça fait partie aussi de nos défis quotidiens en tant que police du quartier. Scampia presque nettoyée, il faut trouver une autre zone de trafic. Le nouveau supermarché de la drogue, c'est Parco Verde. Une petite cité au nord de Naples. La police n'y pénètre pratiquement plus. Comme à Scampia, tout le monde ici travaille pour la Camorra. Chef de place, dealer, guetteur, c'est en famille que l'on fait des affaires. Une fois la dose achetée, les consommateurs se droguent dans le bois d'à côté. Nous rencontrons Giuseppe, un dealer de cocaïne. Cette dose-là, on la vend ici à 30 €. C'est 2 sniffs, oui. 2 sniffs. C'est un grossiste. Avant de vendre la drogue, il doit s'assurer de la qualité de la marchandise. Lui aussi travaille en famille. Vous voyez là, la coke, elle commence à monter.
Le bicarbonate, en revanche, non. On voit déjà que c'est de la bonne qualité. Là, j'ai fait de manière artisanale, mais le frère de ma mère, qui a 65 ans et qui est retraité, il me sert de chimiste. Un test pareil, il le fait en 1 minute. Moi, je ne vends pas aux petits dealers. Je vends plutôt à des mecs qui, eux, ensuite, vendent dans la ville de Naples. Demain, par exemple, je vais vendre ces 500 grammes là. Chaque kilo, ça fait 3000 doses. Ça peut arriver que toute une famille soit impliquée dans le trafic. Les femmes, elles préparent les doses et le garçon, il les vend. De cette manière, c'est comme ça que je gagne 15 000 € par mois à peu près. Dans cette organisation criminelle, pas de place au hasard. Tout est cloisonné, hiérarchisé. Une véritable petite entreprise. Aujourd'hui, si tu as une place de vente, tu es considéré comme un boss. Ensuite, en dessous, il y a 2 gardes du corps qui l'accompagnent et le protègent des embuscades. Il vit 24 heures sur 24 avec le boss. Ils font tout ce qu'il dit. C'est lui qui commande la drogue. Ils sont toujours 2 parce qu'ils se partagent les tâches. Ils gagnent 5 000 € par mois. Ils font rien d'autre que ce qu'il leur est ordonné de faire. Après eux, il y a 5 tueurs qui restent chez eux. Ils sortent que pour des contrats. La drogue n'est pas le seul fléau de la région. À quelques kilomètres au nord, une zone connue sous le nom des terres de feu. Là, c'est la pollution qui pose problème. Au lieu de parler d'incompétence, parlons de collusion tout court. On doit le dire, ça. On doit parler de ceux qui sont impliqués, on doit donner les noms. Sans aucun souci, allez, tiens-moi au courant. Ciao. Depuis 10 ans, Vincenzo Tosti dénonce l'usage de ces terres comme poubelles. En arpentant ces décharges à ciel ouvert, le constat est terrible. Tout le monde vient déverser ses ordures et on ne trouve pas que des emballages ménagers. Là, on a des déchets de l'industrie du bâtiment. Évidemment toxiques. À l'intérieur de ces conteneurs, il reste encore de la colle pour le carrelage ou le parquet, qui, une fois brûlé, est terriblement toxique. C'est un désherbant. Il devrait être dans des décharges spéciales. Ces déchets brûlés non seulement vont polluer l'air, mais ils produisent aussi des substances toxiques qui, avec la pluie, peuvent contaminer aussi les sources d'eau. Ça, c'est de l'amiante, qui laissé comme ça est très dangereux, très dangereux. Ça, en revanche, c'est du bitume, un matériau utilisé pour faire le toit des maisons. Chaque jour, ce sont un peu plus de déchets qui s'entassent et personne ne les ramasse. Là, on voit mieux. Cette zone est devenue, on pourrait dire, célèbre à cause des incendies. Mais au cours des années précédentes, les usines du coin avaient déjà commencé à entasser ici des déchets toxiques. Ces usines travaillent évidemment au noir et donc ne peuvent pas stocker leurs déchets dans les décharges officielles. L'homme d'affaires qui, pour la destruction des déchets de son usine, paye, par exemple, 1 € le kilo, alors qu'il sait que normalement ça coûte 10 € le kilo. Comment ne sait-il pas où ces déchets vont partir? C'est évident que ce n'est pas dans des décharges légales. Au fil des années, les couches de déchets ont été recouvertes par la terre. Aujourd'hui, les agriculteurs cultivent leurs légumes sur des hectares d'ordures. Un désastre écologique qui profite à beaucoup de monde. Ce business a été offert à la Camorra. Mais ce n'est pas la Camorra qui le gère, ce sont les politiciens, qui sont aussi les intermédiaires entre les lobbies et la Camorra.
Dans cette région, on a eu une augmentation de 47% de maladies, telles que le cancer et la leucémie. Le problème, c'est que personne ne veut démontrer le lien entre ça et la pollution. Ça signifierait ouvrir les portes de l'enfer. Même si l'on condamne les sources d'eau, que l'on ferme certains terrains, le mal est déjà fait. Les habitants des environs sont particulièrement touchés par ce fléau. Anna Magri a perdu son fils il y a 5 ans. Ici, c'est Ricardo quand il est parti. En le ramenant à la maison, on a essayé de lui faire profiter de chaque moment. Quand il a eu 6 mois et 10 jours, nous sommes allés à l'hôpital Posillipo de Naples, un hôpital spécialisé en hématologie, et ils nous ont dit qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique. À ce moment-là, on avait déjà enregistré quelques cas dans la région de Naples. Tout à coup, mon enfant faisait partie de ces cas. L'incompréhension a vite laissé place à la colère. La seule question à ce moment-là était « Pourquoi ? Pourquoi ça nous arrive à nous ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Certains faisaient allusion à l'alimentation et je répondais « Mais Ricardo n'a pas mangé. Alors c'est moi qui l'ai empoisonné parce que je l'allais au sein. » On a commencé à se poser des questions. La seule chose dont on s'est aperçu était que beaucoup de mères d'enfants malades venaient des villages limitrophes et pas de la ville. Les feux toxiques faisaient partie de notre quotidien et nous voulions comprendre pourquoi ces enfants malades venaient presque tous de la même zone. Peu à peu, nous avons fait le lien et nous avons compris qu'on avait été complètement empoisonnés. Je ne sais pas comment je ne suis pas tombée malade, mais j'ai produit une fleur qui était malade. Io non so perché non mi sono ammalata io, ma ho prodotto un fiore che si è ammalato. Je n'ai pas encore vu une véritable intervention pour éliminer l'amiante, les déchets brûlés, pour bonifier cette zone et permettre finalement aux agriculteurs de pouvoir cultiver ces terres. Tout cela, moi, je ne le vois pas et c'est ce qui alimente ma rage. La vérité est désormais connue là-bas à Rome. Mais ils n'en ont rien à foutre de nous. C'est ça ma rage. Questa è la mia rabbia. Sangue e cemento. Sangue e cemento. È l'una luce da pistola, suonata a botta a volo, buttando caricatore. Camarone un coppo cuore, mammaissimo perdono. Camarero signore, quando fornisce sta storia. I flash in capo ancora, una fotografia a colore, lui gira buono a giorno. I capi casale dicono che è un buffone. C'est dans le village de Coppola que nous rencontrons Luca, un jeune rappeur. Tout a bien changé depuis son enfance. Le paradis est devenu un taudis. J'ai vécu ici une partie de mon enfance. C'était un endroit très beau, où les familles passaient leurs vacances. Évidemment, tout ce qu'on voit ici a été construit abusivement. Depuis quelques années, les intérêts de la Camorra et des institutions locales ont produit ça. La DC e tutto il resto è andato a finire come potete ben vedere. Mes chansons parlent aussi de ça, de cette terre merveilleuse qu'on a vraiment pourrie. Questa è una terra così bella, meravigliosa, ridotta veramente a un cesso. Regardez quel désastre, juste à côté de la mer. Ce que j'essaie de faire aussi, au travers de mes chansons, celles que j'écris, c'est de donner un espoir aux gens, de les inciter à reprendre leurs terres, à lutter contre cette situation. Riprendiamoci, capito, la nostra terra, riprendiamoci il nostro spazio e condividiamolo in maniera giusta. Ce n'est pas facile quand il y a des intérêts, quand il y a de l'argent. Je trouve que les seuls responsables sont les pouvoirs publics. Lui qui n'a jamais côtoyé la mafia a décidé par ses chansons de protester, de dénoncer la violence. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. C'est une chanson qui raconte un peu l'histoire du lieu. Et qui parle aussi d'amour.
Ouais, ou cette partie qui fait, quand ils se tuent entre eux, c'est aussi une partie de mon cœur qui meurt. Ils se font la guerre et nous sommes les victimes. C'est ça. C'est la guerre de tout le monde. Ouais, la guerre des pauvres, on meurt nous aussi. Dénoncer la Camorra, ça veut dire dénoncer les liens qu'elle a avec le pouvoir, avec la politique. Je n'en ai pas après ceux qui travaillent pour la Camorra, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont aussi des victimes. J'ai écrit aussi quelque chose sur les victimes innocentes de la criminalité. Qui n'ont rien à voir avec ni l'un ni l'autre, mais dont le sang coule sur ces terres. Ce sont souvent des gens qui passent au mauvais moment, qui sont pris pour quelqu'un d'autre. Des vies qu'on ne pourra jamais récupérer. Environ 270 familles se font la guerre dans tous les quartiers de la ville. L'année dernière, cette vendetta a fait 62 morts. Les victimes collatérales sont de plus en plus nombreuses, comme le frère de Maria, assassiné en pleine rue. Ça, c'était le jour de son mariage. Là, un petit concert avec des copains. Il jouait de la guitare, il faisait du théâtre, il aimait faire plein de choses. La journée du 24 janvier 2005, il était 13 h. C'était juste avant la fermeture de la boutique. 2 personnes sont entrées et ont tiré sur la première personne qu'ils ont vue. Malheureusement, c'était mon frère. En réalité, il cherchait le neveu d'un chef du clan des Scissionisti. Parce que c'était l'époque de la guerre entre le clan di Lauro et le groupe des Scissionisti. C'était une période difficile pour notre ville. À cause de cette guerre, il y avait des morts partout, chaque jour. Attilio adorait Naples. Attention à celui qui parlait mal de Naples avec lui. Il l'a porté dans son cœur. On a toujours pensé jusqu'ici que ces gens se tuaient entre eux, loin de chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Je ne peux plus me mettre au balcon, je ne supporte pas les endroits avec trop de monde. Il y a des moments où je panique. Maria est enseignante. Elle connaît bien le mal-être de la jeunesse. On essaye de montrer le chemin à ces jeunes qui, souvent, une fois l'école terminée, ne trouvent pas de boulot et rejoignent la criminalité organisée. C'est le premier pas. C'est très important. Avant, on ne pouvait pas parler de certaines choses, on avait peur. Aujourd'hui, au contraire, il y a beaucoup de gens qui dénoncent. Mais le chemin est encore long. Depuis le début de la guerre des clans, 161 personnes étrangères à ces luttes ont été assassinées. Rossana devait épouser Lino, 32 ans. C'est la plus belle. Il était sportif, avait la vie devant lui. Mais ce jour-là, il a été pris pour un autre. Il devait aller jouer au foot avec mon frère et ses copains. Il est arrivé ici vers 20h30 environ. Il est resté une petite heure avec moi. Ensuite, des amis lui ont demandé d'aller les chercher en voiture. Il devait alors partir un peu plus tôt.
Je lui ai dit au revoir. Il a franchi la porte. Et dès qu'il est sorti de l'immeuble, ils lui ont tiré dessus. Celui qui a tiré, en fait, s'est trompé de personne. Il devait tuer un certain Domenico Guargiulo, le copain d'une fille qui habite encore en bas de chez moi. Il s'est rendu compte de l'erreur après la deuxième balle, mais il a continué et il en a tiré 12 autres. Rossana a longtemps eu peur, mais aujourd'hui elle n'hésite plus à dénoncer les coupables. La seule solution pour moi, c'est d'en parler. Il faut le dire. La Camorra existe. Elle est partout. On vit avec. Ce qui est arrivé à Lino est d'une extrême violence. Mais il y a aussi d'autres facettes de la Camorra qui restent inconnues. J'ai vu des enfants de 13-14 ans drogués et armés avec des couteaux. Moi, je veux pas d'enfants. J'ai peur. Je sens que je ne pourrai pas les protéger. Comment combattre cette criminalité si bien organisée? C'est le défi du tout nouveau directeur antimafia, Giuseppe Borelli. Très discret, c'est la première interview qu'il accorde. La caractéristique de la criminalité organisée napolitaine est d'être assez fragmentée. Le pouvoir est partagé par zones et par groupes qui contrôlent le territoire de manière très violente. Souvent, un clan essaye de chasser l'autre, manu militari, en perturbant l'ordre public. Le problème est encore plus complexe, avec les gangs qui contrôlent un quartier pendant une courte durée. Nous n'avons pas le temps de bien cerner leurs activités. Il est très difficile de les combattre. Cela implique la collaboration des habitants. Si par exemple, une personne dénonce tout de suite une extorsion, on peut arriver à éliminer le problème à la base sans laisser le temps au phénomène de se répandre sur tout le territoire. Malheureusement, l'expérience m'a appris que ce sentiment est fréquent dans les moments de crise, économique ou sociale. Mais une fois la crise terminée, les gens retrouvent généralement leur indifférence. C'est fort dommage parce que la lutte contre la criminalité se développe sur le long terme. Cet ancien magistrat a été menacé de mort, comme tous ceux qui s'attaquent à la Camorra. La lutte anti-mafia est devenue un vrai casse-tête. Une mesure a fait ses preuves, la réquisition. Terrain, villa, appartements. Lors des arrestations, tout est saisi et reconverti. Comme cet appartement situé au sud de Naples. C'était l'appartement de Giovanni Bira, chef du clan Bira. Depuis plus de 30 ans, les rivaux historiques du clan Acione. La guerre entre ces deux clans a été très violente. Au cours de ces 10 dernières années, 60 camorristes ont été assassinés. Aujourd'hui, c'est une radio, Radio Siani, du nom d'un journaliste assassiné par la Camorra. Tout de suite après l'entrée, il y avait cette pièce qui était la chambre des enfants du chef. Maintenant, tout a changé parce qu'on a installé notre régie, notre espace technique. Ici, dans la cuisine de l'appartement, on a installé la rédaction.
C'est là où on développe nos idées. Ceux qui nous rendent visite écrivent souvent quelque chose sur le mur, comme un souvenir. Parmi les messages qu'on trouve sur le mur, il y en a certains qui sont très touchants, comme celui-ci. On est toujours contre la Camorra. C'est le neveu d'un chef qui l'a écrit quand il est venu nous rendre visite. Il connaissait très bien l'appartement. L'emplacement de cet appartement était stratégique. Situé à la frontière de deux clans, le caïd pouvait tout contrôler. Ce n'est pas un hasard si le chef habitait ici, au premier étage, car il aimait assister personnellement aux assassinats qu'il avait ordonnés. Drogue, armes, prostitution rapportent gros. Mais il y a aussi le racket, de plus en plus rentable. Aujourd'hui avec nous, Pasquale Del Prete, le vice-président de l'association anti-racket de la ville d'Ercolano. Bonjour Pasquale. Pourquoi avez-vous cherché l'aide de cette association ? Il faut dire que j'ai été victime moi aussi des extorsions. Parfois, ils ont organisé des attentats sur mes chantiers. Ils m'ont menacé. Mais je n'ai jamais eu peur de les dénoncer. J'ai tout de suite porté plainte contre eux et j'ai contacté l'association anti-racket d'Ercolano. Grâce à ça et à la police, on est arrivé à arrêter les responsables. Alors Pasquale rend visite aux commerçants. Il les invite à dire non aux rackets. La lutte contre la violence, c'est aussi le porte-à-porte. Bonjour, ça va ? Ça fait longtemps. Ça va ? Ça va et toi ? Tu fais quoi là ? Tiens. Ce petit sticker-là, ça indique qu'il s'agit d'un magasin propre, qu'il n'est pas sujet aux rackets. Je faisais partie de ces gens qui étaient obligés de payer deux fois, à deux clans différents, la famille Ascione et la famille Birra. Les deux groupes venaient ici chercher leur argent, avec des modalités différentes. Parce que la famille Ascione voulait être payée tous les mois, alors que la famille Birra encaissait 3 fois par an, aux périodes des fêtes, à Noël, Pâques et le 15 août. 100% des propriétaires des magasins d'Ercolano étaient soumis aux extorsions. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Les personnes qui l'ont dénoncé, comme nous, n'ont plus eu de soucis. Et on espère que ça va continuer comme ça. Ça dépend des institutions aussi, de la présence de la police sur le terrain, de combien de temps vont rester en prison les responsables. Notre force se trouve dans le groupe. Tous les chemins de la drogue mènent à Naples. C'est sur ces autoroutes que transite la drogue. Les petits dealers viennent des 4 coins de l'Italie. La police de la route veille. Bon, aujourd'hui, on va se placer sur l'autoroute qui relie le centre et le sud de l'Italie pour intercepter le trafic de drogue dans ces zones. Comme vous le savez, les suspects sont souvent des personnes qui ne résident pas dans la région et qui viennent ici pour acheter dans les grands marchés de la drogue de la ville de Naples. Je vous recommande de rester vigilant et bon travail. Ce genre d'opérations, on les fait plus ou moins 10 jours par mois. Quand on sait, comme par exemple aujourd'hui, qu'il y a un trafic de drogue intense sur l'autoroute qui relie Naples au centre de l'Italie.
Les sujets que l'on contrôle sont souvent 2 par voiture. Ils n'habitent pas dans la région et n'ont aucune raison de se trouver ici. En général, il s'agit de drogués qui se chargent de venir à Naples pour acheter 30, 40 doses pour fournir le petit marché. En 2013, sur cette autoroute, une 50aine de personnes ont été interpellées en possession de drogue. Souvent, ils cachent la drogue dans leurs slips ou dans leurs chaussettes. En général, ils préfèrent l'avoir sur eux. Comme ça, s'ils arrivent à s'échapper, ils peuvent la jeter. En revanche, s'ils la cachent dans la voiture, ça devient plus difficile. À peine installé au péage, le lieutenant et ses hommes passent à l'action. Suivez mon collègue. À bord, un père et sa fille. Monsieur, vous pouvez descendre de la voiture, s'il vous plaît? Tirez le frein. D'abord, avant de commencer le contrôle, avez-vous des substances illicites sur vous ou dans la voiture? Vous parlez de quoi, là? De la drogue? Mais bien sûr que non. Posez les mains ici et écartez les jambes. Madame, descendez de la voiture, s'il vous plaît. Donnez-moi votre sac. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Je suis venue à Naples. Madame, avant qu'on procède au contrôle, avez-vous de la drogue sur vous? Avez-vous acheté de la drogue? Des précédents avec la justice? Non, non, je suis tout simplement un peu agitée. Vous avez des précédents avec la drogue? Non, non, absolument pas. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coiffeuse. Chef, moi, je la crois pas. Hein. Elle raconte que les conneries, celle-là. Si vous cachez de la drogue, on va la trouver. Et pas du tout. Pourquoi je devrais vous mentir? Elle cache quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est une serviette intime ou quelque chose d'autre. Madame, écoutez-moi un instant. Vous cachez quelque chose dans la culotte, là? Ouais, non, pas du tout, je vous l'assure. Vous avez une serviette intime, c'est ça? Elle cache quelque chose, c'est sûr. Une fouille minutieuse de la voiture commence. Chaque recoin est observé. Tout est déballé sans ménagement. Regarde ici, à l'intérieur des boîtes. On fait ça parce qu'on a des soupçons sur ces gens. On ne croit pas qu'ils sont venus à Naples uniquement pour acheter ça. Il est probable que la fille cache de la drogue sur elle. Retour au commissariat pour une fouille au corps. Monsieur, attendez dehors, s'il vous plaît. Mais pourquoi je devrais... Allez, attendez dehors, s'il vous plaît. T'as caché quelque chose dans le soutien-gorge? Tu t'imagines même pas combien de filles se cachent la drogue entre les jambes. T'es obsédé par cette idée, putain. J'ai rien à voir avec la drogue. Par là, viens. Regarde tout simplement si elle a quelque chose là. Et regarde aussi dans le soutien-gorge. 7 000 11. La policière n'a rien trouvé. Non, mais c'était que du papier toilette. J'ai fait tout le contrôle complet, mais il n'y a rien. Aucune saisie de drogue. Aujourd'hui, les dealers ont été plus malins que les policiers. Il faut de la patience, mais de toute façon, notre travail ne s'arrête pas ici. Chaque jour, il y a un nouveau défi. Retour à Scampia. Dans le Star Club Judo, Gianni Madaloni accueille des jeunes en liberté provisoire. Les gars, il faut faire gaffe. Il y a quelques jours, un enfant s'est blessé au visage. Ouais, c'est ça, avec un ballon de foot. Voilà, donc vous ne devez pas leur permettre de jouer au foot ici. Gianni a créé ce centre dans les années 80. Ces affiches que vous voyez ici représentent des histoires. Il y a le père Peppino Diana, tué par la Camorra. Il y a Don Bosco,
qui a dédié sa vie aux jeunes. Et il y a mon fils Pino, le jour où il a gagné les JO. C'est le vrai modèle pour les jeunes ici, pas les chefs de la Camorra. Et il y a aussi Gianluca, une autre victime de la Camorra. Ancien du quartier, Gianni essaye de réinsérer les délinquants. Aujourd'hui, il y en a 5 ici qui ont fait 8 ans de prison et qui maintenant sont en liberté provisoire. Les pouvoirs publics leur donnent la possibilité de sortir de prison, mais on ne leur offre pas une opportunité. C'est souvent les associations du quartier qui s'occupent d'eux et qui font le boulot des pouvoirs publics. C'est pour les éduquer au sacrifice, à gagner leur vie honnêtement. Grâce à des aides extérieures, il peut les payer 300 € par mois. Ça leur permet de survivre, ça leur apprend la culture de l'effort, du travail. Le sport joue un rôle important pour Gianni. Initié au judo, ils se rendent vite compte que tout n'est pas si facile. C'est bon, ça vous fait du bien, pour la respiration et pour les muscles. Le sport sert surtout à donner une alternative à la criminalité. Il permet de sortir de ce système de la drogue, de la criminalité organisée qui offre de l'argent facile. Le sport et surtout le judo peuvent nous apprendre à vivre dans la légalité. Le judo a des règles qu'on peut appliquer partout dans la vie. Ces détenus réapprennent à vivre. Pour la première fois, ils découvrent le respect. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais pas le choix. Ici, il n'y a pas moyen de gagner sa vie honnêtement. Il n'y a pas de travail. Il n'y a vraiment rien. J'ai été arrêté en 2010. Ensuite, le maître m'a proposé de faire un parcours ici avec lui. Et ils m'ont donné une liberté provisoire. Avant de venir ici, j'avais déjà quand même fait 4 ans de prison. Moi aussi, comme lui, je vendais de la drogue. J'ai été arrêté en 2005. J'ai fait 9 ans de prison. Les 2 derniers, je dois les passer ici. J'ai eu la possibilité de réfléchir un peu sur le passé. Questo è un percorso di riflessione. Quand j'étais dans la criminalité et qu'en fait on était uniquement entre criminels, je me rendais même pas compte qu'il existait d'autres possibilités. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes. J'ai grandi parmi des criminels et ils m'ont donc éduqué comme un criminel. Mais maintenant que j'ai connu des gens différents et qui m'ont enseigné des choses que je ne connaissais pas, c'est maintenant que je peux vraiment voir la différence. Avant, vraiment, je n'avais pas conscience de tout ça. Si on avait rencontré le maître avant, bah savoir. Peut-être on aurait été des champions de judo. À Scampia, ils sont encore peu nombreux à avoir choisi le sport pour tenter de s'en sortir. Il faudra encore des années d'efforts aux associations et à la police pour que les jeunes napolitains embrigadés par la mafia réapprennent à vivre en société. C'est grâce à eux que Naples pourra de nouveau faire rêver. En espérant qu'une nouvelle guerre des clans ne vienne pas tout gâcher. À présent, direction le Japon avec une immersion rare dans le monde des yakuza. Ces mafieux seraient aujourd'hui plus de 80 000. Autrefois très respectés, même par la police, les anciens yakuza avaient un code d'honneur très strict. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins acceptés. De nos jours, ils sont considérés comme de simples gangsters, sans foi ni loi. Pour pénétrer dans cet univers très fermé, Yoki Nakamura, un ex-yakuza rejeté par son clan, va nous servir de guide dans un univers encore secret.
C'était il y a 11 ans. À l'époque, mon parrain m'avait donné 380 000 $ pour lancer mon affaire. Mais j'ai fait faillite et j'ai perdu tout l'argent. Je n'avais qu'une solution pour préserver mon honneur. C'est parti. 1, 2, 3. Oh la vache. C'est mon propre doigt que je dois couper. 1, 2, 3. J'ai fini par le faire. Honorable Oyabun, veuillez accepter ce sacrifice. Ce doigt est la preuve de la sincérité de mes excuses. C'était ma seule prothèse. Elle est cassée. Autant l'acheter. Le quartier de Ginza abrite la majorité des boutiques de luxe de la ville. Mais c'est aussi le repère de la pègre locale. Pendant des décennies, ces rues ont été leur terrain de chasse privilégié. Yoichi Nakamura, un ancien recouvreur de dettes des Yakuza, est surnommé le lion de Ginza. Pendant 37 ans, Ginza était mon territoire. Et c'était la fête tous les jours. Mais depuis que j'ai été excommunié, je n'ai plus le droit d'y mettre les pieds. C'est triste, mais je n'ai pas le choix. Je dois rester dans le quartier de Shimbashi. Adieu, cher Ginza. J'ai été membre du clan Sumiyoshi-kai pendant 37 ans. Il y a quelques semaines, j'ai quitté le clan et je suis redevenu un citoyen lambda. Je les avais rejoints l'année de mes 20 ans. Avec le temps, le quartier de Ginza a fini par devenir ma maison. Ces derniers temps, les policiers sont devenus beaucoup plus stricts avec les Yakuza. On ne peut plus rien faire. Il suffit d'un peu de bruit ou d'une petite bagarre pour se faire arrêter. Les temps ont changé. La vie des Yakuza ne sera plus jamais la même. Je déclare Toyohiko Tanaka, le 8e Oyabun de la famille Tamagawa du clan Matsubakai. Chez les Yakuza, Toyohiko Tanaka est un Oyabun, ce qui veut dire parrain. Son clan, les Matsubakai, compte plus de 4000 membres. C'est l'un des plus grands du Japon. Un Yakuza ne peut pas se permettre d'agir comme un voyou. Il faut être malin. Notre activité dépend de notre entente avec le reste de la population. S'ils ont peur de nous, ils ne voudront pas faire affaire. Je n'emploie pas de voyous. Le règlement des Yakuza est très strict. Je n'ai aucune estime pour ceux qui enfreignent ces règles. Ils risquent l'excommunication. Il n'y a pas pire punition pour un Yakuza. Et si ça leur coûte la vie, c'est leur problème. Bienvenue. Nakamura, l'ancien Yakuza, prend un nouveau départ dans un nouveau bureau. Et quand on a près de 60 ans, ça n'a rien d'évident. C'est moi, Nakamura. Nakamura, j'ai quitté les Yakuza. Je repars à zéro. 2 jours sont passés, j'ai déjà un nouveau bureau. C'est le mien et j'ai rien à payer. Mais bon, j'étais un Yakuza pendant 37 ans, ça fait forcément un choc. Pour tout dire, c'était même un véritable coup de massue. Je me suis battu à cause d'un souci d'argent. C'était pas ma faute, mais cet enfoiré m'a tout mis sur le dos. 2 de mes supérieurs cherchaient à se débarrasser de moi depuis longtemps. Ils disaient ne plus avoir besoin de brutes de mon genre et ils m'ont excommunié. Je leur prouverai qu'ils ont eu tort. Je vais investir dans l'immobilier, les prêts, la boxe et les célébrités. Ça va marcher à coup sûr.
C'est le genre de travail que je faisais déjà pour les Yakuza. La seule différence, c'est que la police va me laisser tranquille maintenant que je ne travaille plus à leur compte. Ces chaussures ne sont pas faites pour le sport. Chaque matin, je sors faire un tour pour prendre un bon bol d'air frais. Je n'ai vraiment pas à me plaindre en ce moment, tout va bien. Good morning. Have a nice day. Go, 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 go. J'étais prêt à tout pour mon chef. J'aurais donné ma vie pour lui. Mais tout ça, ça a changé. J'ai toujours beaucoup d'estime pour notre clan. Si on a 20 000 membres, c'est pas pour rien. À mes yeux, un Yakuza est un guerrier qui affronte son adversaire jusqu'à la défaite. On m'a ordonné d'abandonner mon dernier combat. Quel est l'intérêt d'être un Yakuza dans ces conditions? Compte tenu de la pression policière, les chefs Yakuza cherchent à tout prix à éviter d'attirer l'attention sur leur clan. Dans ces conditions, un membre aussi bagarreur que Nakamura ne leur est plus d'aucune utilité. Daikaku Chodoin est surnommé le Sensei. Il est le conseiller judiciaire des Yakuza et a beaucoup d'influence sur le monde politique. C'est aussi un grand maître des arts martiaux. Le sensei a été incarcéré pendant plusieurs années. Les autorités japonaises le considèrent officiellement comme un terroriste. Il côtoie les plus grandes célébrités de la planète et connaît personnellement tous les chefs des clans Yakuza. Avant, les Yakuza avaient un impact considérable sur la société. De nos jours, ils n'arrivent même plus à gagner leur vie. Les jeunes les rejoignaient parce qu'ils les admiraient, mais ils ont perdu de leur superbe. Ils n'ont plus rien de cool. Leur influence affaiblit et leur avenir me paraît bien sombre. Bon nombre d'entre eux sont obligés de quitter leur clan et se retrouvent à la rue. J'offre à ces Yakuza désabusés une deuxième chance en leur proposant de travailler pour moi. Le nombre de membres de mon organisation augmente sans cesse. Le problème, c'est que beaucoup de ces Yakuza n'ont plus de principes. Ils sont devenus de simples gangsters. C'est pour ça qu'ils sont mal vus par la société japonaise. L'organisation du sensei promeut le Bushido, le code qui dictait les principes moraux des samouraïs japonais. Toutes ces recrues doivent pratiquer les arts martiaux. Parmi eux, on retrouve un visage familier. Nakamura, le lion de Ginza, est un de ces ex-yakuza qui a retrouvé du travail grâce au sensei. En matière de recrutement, les connaissances de la pègre tokyoïde de Nakamura sont très utiles au sensei. Pour Nakamura, c'est une chance de prendre un nouveau départ dans un environnement qui lui est familier. Depuis leur apparition au cours du XVIIe siècle, les Yakuza font partie intégrante de la société japonaise. De nombreuses communautés ont toléré leur présence pendant des siècles. Ils sont même vus comme des gardiens de la paix dans des zones où la police n'est pas la bienvenue. Les Yakuza se voient comme les samouraïs des temps modernes et cultivent le souvenir de ces mythiques guerriers japonais. Notre clan a toujours respecté certains principes. On ne peut pas se permettre d'avoir des membres qui agissent dans leur intérêt personnel, sans réfléchir aux conséquences. Les Yakuza vivent selon un code d'honneur qui s'appelle le Ninkyodo.
Face aux plus puissants, on se montre fort. Face aux plus faibles, on se montre charitable. Une de nos règles de base est de ne pas interférer avec la vie du reste de la population, en particulier les personnes âgées, les femmes et les enfants. Malgré tout, la bonté ne permet pas de gagner sa vie. Avant, on était spécialisé dans les jeux d'argent, mais les nouvelles lois ont rendu notre travail impossible. Collecter une taxe de protection est aussi une pratique très répandue sur nos territoires. C'est ce qu'on s'apprête à faire. Le racket. Cette pratique on ne peut plus commune chez les Yakuza est un véritable fléau pour les petits commerçants japonais. Néanmoins, les chefs tels que Tanaka sont très connus sur leur territoire et n'inspirent plus la peur chez aucun de leurs concitoyens. À l'origine, le terme Yakuza désigne une main perdante dans un ancien jeu de cartes japonais. Ce sens est très révélateur de leur position dans la culture japonaise, où ils sont davantage vus comme de vulgaires hors-la-loi que comme une véritable mafia. Ces dernières années, les jeunes générations de Yakuza ont cessé de respecter les traditions et le code d'honneur de leur clan. Leur réputation en a souffert en conséquence. Ils sont maintenant considérés comme de simples criminels, à 10 000 lieues du mythe des vénérables samouraïs. Les Yakuza à l'ancienne tels que l'Oyabun Tanaka sont en voie de disparition. À une époque, tous les membres du clan faisaient la fête ensemble dans le quartier de Ginza. Mais il ne reste personne. Il ne s'y passe plus grand-chose. Nakamura commence à se rendre compte que son expulsion des Yakuza n'était peut-être pas une si mauvaise chose. Sa vie n'a pas beaucoup changé depuis. Ses collègues sont tous d'anciens Yakuza. Qui est là? Que quelqu'un ouvre la porte et en vitesse. Bonjour, je représente une entreprise technologique. Je m'en fous, casse-toi de mon bureau. Quoique, attends, rentre. Merci. Bonjour à tous. Vite fait, j'ai pas de temps à perdre. Tu m'ennuies avec tes conneries. Le sensei, qui a financé l'installation de Nakamura, leur fait une visite surprise. Ils n'ont pas l'air très occupés, mais Nakamura affirme qu'il va bientôt encaisser 280 000 € grâce à une opération tenue secrète. En attendant que l'argent arrive, tout le monde discute tranquillement. Je regrette mes tatouages maintenant. Ça attire l'attention de la police. Et les doigts en moins. C'est un ensemble de choses. On ne me laisse même pas entrer sur un terrain de golf. J'avais été dans un salon pour me faire tatouer. Je suis bien content d'être revenu sur ma décision. Les tatouages sont une des marques de fabrique des Yakuza. Mais même s'il fut un temps où ils étaient réservés aux criminels, ils ont depuis largement été adoptés par le grand public. Moritoku Shodai est un maître du tatouage traditionnel japonais, appelé le tebori. Le talent de M. Shodai, lui aussi un ex-yakuza, est réputé dans toute la pègre tokyoïte. Il compte de nombreux membres de l'ancien clan de Nakamura parmi ses clients les plus fidèles. On place l'aiguille sur cet instrument en métal et on la jette quand on a fini. Avant, on utilisait un instrument similaire, mais en bambou. Cette tradition a débuté à l'époque Edo, il y a plus de 300 ans. Les autorités tatouaient les bras des prisonniers qui avaient commis certains crimes. Et ils étaient faits de manière à être cachés par leur kimono, mais visibles dès qu'ils levaient les bras. Les coupables portaient à vie la marque de leur crime. Quand ils rentraient chez eux, les autres habitants les évitaient et refusaient de leur donner du travail. Pour protester contre ce marquage mis en place par les autorités japonaises, la culture du tatouage a évolué. Les yakuza qui avaient déjà été tatoués en prison ont revendiqué leur tatouage. Ces derniers sont devenus un symbole visible de leur mode de vie.
Quand j'étais yakuza, les parrains payaient pour les tatouages de tous les membres de leur clan. Ils disaient aux jeunes recrues « va te faire tatouer ». Beaucoup de yakuza me demandaient un dragon combattant un tigre. C'était un des motifs les plus populaires. À cette époque, beaucoup de clans imposaient à leurs membres d'être tatoués. De nos jours, on n'associe plus vraiment les tatouages aux prisonniers et aux yakuza. Beaucoup de citoyens lambda en ont aussi. Les jeunes montrent même leurs tatouages et leurs piercings en public. Je n'aime pas ça. Les tatouages sont censés être privés. C'est à cause de tout ça que les tatouages des yakuza ont perdu de leur valeur. Voici quelques exemples du travail d'Oritoku. Au Japon, se faire tatouer reste risqué. La loi interdit les gens tatoués d'entrer dans bon nombre de lieux publics tels que les salles de sport, les spas et les saunas, qu'ils soient yakuza ou non. L'histoire et les traditions des yakuza remontent à plusieurs siècles. Certaines de ces traditions rappellent même le Japon féodal. Les parrains âgés tels que Tanaka continuent à respecter ce code ancestral. Ce que mon serviteur est en train de faire est très courant au Japon. Tout le monde passe par une période d'apprentissage. Non seulement chez les yakuza, mais aussi chez les sportifs ou chez les moines. Le ménage, la lessive et la cuisine font partie de cette initiation. Ces tâches ne visent pas à humilier l'apprenti, mais à lui forger le caractère. Moi aussi, je suis passé par là. En retour, je prends soin de mes enfants du clan et leur procure tout ce dont ils ont besoin. Mais seulement s'ils font leur travail correctement. C'est notre règlement. J'ai rejoint notre clan il y a 7 ans. Je me lève généralement vers 8 heures pour préparer le petit déjeuner du chef. Ensuite, je fais le ménage dans la résidence. Je fais tout ce que le chef me demande de faire. C'est mon lot quotidien. Je serai prêt à donner ma vie pour mon parrain. Ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur clan et leur famille, même s'ils courent le risque d'aller en prison ou de mourir, finissent par gravir les échelons du clan, un à un. En respectant nos règles, ils peuvent aspirer à devenir Aniki, ce qui veut dire grand frère. Ils peuvent même devenir Oyabun. Le titre d'Oyabun, ou parrain, est la plus haute distinction dans le monde des yakuza. C'est moi là. Vous assistez à la plus importante cérémonie dans la vie d'un yakuza. C'est la nomination d'un nouvel Oyabun. Moi, en l'occurrence. Les symboles qui représentent le territoire et l'histoire des familles du clan sont remis au nouvel Oyabun au cours de cette cérémonie. Dans le monde des yakuza, on les appelle Tamashi, l'esprit. Le lion de Ginza n'est jamais monté très haut dans la hiérarchie des yakuza. À ses yeux, le plus important a toujours été la fête et les filles. Mais son nouveau patron, le sensei, veut des résultats. Nakamura part à la recherche d'investissements immobiliers. Au cours de la bulle spéculative japonaise du début des années 90, Nakamura a fait des investissements très lucratifs. Il dit même avoir été millionnaire. Et il compte bien le redevenir. Salut. Regardez ça, quel gâchis. Si on achetait ce terrain, on pourrait bâtir un complexe résidentiel. C'est quoi ces taudis? Personne ne peut vivre là-dedans. Il vaudrait mieux construire un immeuble neuf. Ces enfoirés veulent nous extorquer le plus d'argent possible. Qu'ils aillent se faire voir.
1, 2, 3. Tout ça va être bientôt détruit. Regardez comme c'est beau ici. On pourrait facilement construire un immeuble luxueux dans cette zone. Je vais prendre une photo. On va faire des affaires ici. Imaginez un peu, on pourrait aplanir cette rue et construire un énorme centre commercial. Vous y croyez, vous? Ces types espèrent se faire de l'argent avec des taudis pareils. Ils s'accrochent à leurs biens et on n'arrive à rien. Je devrais faire appel à un tueur à gages. Le soir même, Nakamura fait part de ses projets au sensei, mais il est interrompu par un coup de fil qu'il aimerait ne plus recevoir. C'est encore vous, monsieur l'agent. Ils m'ont excommunié, je vous dis. Comment ça? Je ne peux pas récupérer mon passeport. Et je fais comment? Si je dois aller à l'étranger pour mon travail, je risque d'en avoir besoin bientôt. C'est d'accord, je vous rappelle un autre jour. C'était la police. Ils te surveillent comme si tu étais Tony Montana. Le sensei semble être satisfait du travail de Nakamura. Ce dernier décide donc de fêter ça comme au bon vieux temps. Il allie l'utile à l'agréable en faisant la promotion de son tournoi de boxe dans le quartier chaud de Tokyo. Je n'oublierai jamais les bons moments passés à Ginza. C'était la plus belle période de ma vie. On était entouré des plus belles filles et on prenait du bon temps tous les jours, sans exception. On buvait du champagne et du vin. J'ai même bu du Romanée Conti à 10 000 $ la bouteille. On savait s'amuser. Parfois, je pouvais dépenser 60 000 $ en un mois. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On boit de l'alcool bon marché. Écoutez les filles, je suis promoteur de tournoi de boxe. J'ai besoin de vous pour l'animation. Mettez votre nom et votre numéro dans mon portable. Vous êtes engagés pour mon prochain événement. Et toi, prends ça. C'est 2 tickets pour mon prochain tournoi. C'est cadeau. Amène ta mère si tu veux. Ce sont des places pour le premier rang. Je te les offre. L'heure est venue de jouer l'hymne de son ancien clan.
Il se fait tard, mais la journée du sensei n'est toujours pas finie. Lorsqu'on travaille avec la pègre japonaise, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je vous ai dit que j'avais 57 enfants. J'ai 70 ans, mais je pense encore en avoir beaucoup d'autres. Mes fils sont responsables de leur vie. S'ils veulent rejoindre les Yakuza ou un autre gang, ils peuvent. Je ne m'y opposerai pas. Mais s'ils s'attirent des ennuis, ils devront s'en sortir par leurs propres moyens. S'ils tuent quelqu'un, ils devront aller en prison. Bien entendu, il est aussi possible qu'ils se fassent tuer. Il y a 3 semaines, un de mes fils est mort. Mais ça ne me fait rien du tout. Le sensei vit selon les principes du Bushido, le code moral des samouraïs. Les Yakuza affirment que leur code d'honneur perpétue aussi l'héritage du Bushido. D'après le sensei, ce n'est plus du tout le cas. Ils sont devenus pathétiques. Les jeunes Yakuza s'enfuient parce qu'ils n'arrivent pas à payer les frais d'adhésion de 1 600 € par mois. Et ils n'arrivent plus à gagner leur vie. Leur système pyramidal est en train de s'écrouler. Les Yakuza d'aujourd'hui sont des mauviettes qui manquent de discipline. Quand il faut tuer quelqu'un, ce sont les sexagénaires qui s'en chargent. Les jeunes n'en sont plus capables. Ils n'ont pas la force de caractère des anciens. Si vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un, vous n'êtes pas fait pour être un Yakuza. Et si vous n'êtes pas non plus capable de vous donner la mort, vous n'êtes pas fait pour être un Yakuza. La voiture s'arrête devant un bar. Un ponte de la pègre tokyoïte souhaite demander conseil au sensei. Nos caméras ne sont pas les bienvenues. Tanaka, le Yabun, a invité un vieil ami à dîner. Ils se sont rencontrés des années auparavant, au moment où cet homme a passé les menottes à Tanaka. Il s'appelle Norio Tamura. Il est l'ancien chef de l'unité anti-Yakuza du nord du Japon. Les 2 hommes entretiennent une relation pour le moins atypique. Ce type était tout le temps sur mon dos. Je lui disais « Toutes mes excuses, monsieur Tamura ». Plus sérieusement, on s'est toujours beaucoup respecté. On s'entretenait d'égal à égal. Si on n'avait pas partagé les mêmes idéaux, on n'aurait jamais pu coopérer en toute transparence. Chaque matin, il venait à mon bureau avec le café et on l'attendait pour faire notre pause cigarette. Ensuite, on parlait affaires. Tu as toujours mené tes opérations en accord avec ton code d'honneur. Ça nous était bénéfique à tous les deux. D'après moi, c'est pour ça que les Yakuza ont survécu aussi longtemps au Japon. C'est cette entente cordiale qui poussait la police à fermer les yeux sur certains crimes. Mais cet accord avait ses limites. Un incident a conduit Tanaka à passer 8 ans en prison. À l'époque, j'étais encore jeune. Au départ, c'était une dispute ordinaire. Je reprochais à un de mes frères d'avoir engagé une nouvelle fille sans nous en avertir. Il a commencé à me parler d'amour. Je sentais qu'il ne lâcherait pas l'affaire et ça a dégénéré. Je suis allé dans les toilettes de la boîte et j'y ai caché mon sabre. Je me suis lavé les mains et je suis ressorti. Quand le ton est monté, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Mon frère est aussi rentré. Je pensais qu'il avait une arme sur lui. Puis on s'est retrouvés dehors. Il implorait mon pardon. Mon frère, arrête, j'ai eu tort. Il était trop tard. Je l'ai sabré. Il y avait du sang partout et il est mort. Mais je tiens à ajouter quelque chose. Ici, au Japon, quand on tue quelqu'un, c'est parce qu'on a une raison précise de le faire. Si quelqu'un bafoue notre honneur, on n'hésite pas à se battre. Les organisations criminelles étrangères tuent pour l'argent. Les Japonais ne le font pas. On a notre fierté. Bien qu'il compte plus de 80 000 Yakuza sur son territoire, le Japon est l'un des pays les plus sûrs de la planète. Les meurtres et les trafics de drogue y sont très rares. La police japonaise utilisait régulièrement ces chiffres pour justifier sa politique de tolérance. Mais le nombre et la puissance des Yakuza ont tout de même contraint les autorités d'agir. Et ce, même si les nouvelles lois plus strictes sont loin de faire l'unanimité. Je ne sais pas si je fais bien de l'admettre, mais les Yakuza maintiennent l'ordre sur leur territoire. C'est un mal nécessaire et ça pourrait être bien pire.
Il se passe beaucoup de choses dans les milieux clandestins auxquels la police n'a pas accès. Les Yakuza font partie de cet univers. Il n'est pas dans leur intérêt de laisser s'implanter les organisations étrangères qui font du trafic de drogue. Leur présence dans certaines zones évite que la criminalité augmente. Le jour du premier tournoi de boxe de Nakamura est arrivé. Étant donné que ses investissements immobiliers n'ont pas abouti, il compte beaucoup sur cet événement. Salut, j'ai organisé un tournoi de boxe grandiose. Si tu as le temps de passer, ça serait génial. Je vais réserver des places au premier rang spécialement pour toi et tes proches. Essaie de venir. À plus. Qu'est-ce que tu fous? Mets-le KO! C'est un tournoi caritatif. Je ne sais pas ce que ça va leur rapporter. Ils ont installé des petites boîtes pour collecter des dons. Cet argent ira aux victimes du séisme. C'est la première fois que j'organise un tournoi de boxe. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas foule. Je me sens un peu seul. J'adore la boxe. Mais ces enfoirés n'autorisent plus les Yakuza à assister à ce genre de tournoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match. Avant, les organisateurs faisaient appel à nous pour vendre les tickets. On contrôlait tout le milieu de la boxe. Il est temps de faire les comptes. C'est un nouvel échec pour Nakamura. Il n'a même pas gagné assez pour couvrir les frais de location de la salle. Le problème, c'est que dès qu'on redevient un citoyen lambda, les gens pensent qu'on est faible et qu'on peut se foutre de nous. La prochaine fois, je m'y prendrai à l'ancienne. Je ferai appel à la force. J'ai été gangster pendant 37 ans. C'est tout ce que je sais faire. De retour au bureau, Nakamura et ses associés accusent le coup du désastre qu'a été ce tournoi de boxe. L'ambiance est morose, mais très vite il commence à se remémorer des souvenirs bien plus douloureux. Je ne suis allé en prison qu'une fois dans ma vie. J'ai purgé une peine de 10 mois. Ça m'a suffi pour que je décide de ne plus jamais y retourner. C'est un endroit horrible. Mais vous deux, vous n'avez pas été aussi malins. Vous y êtes allés plein de fois. À chaque fois, c'était pour des incidents plus ou moins liés à des affaires d'argent. Moi, j'avais une arme à feu. Pendant son séjour en prison, on lui a volé ses 2,5 millions de dollars d'économie. Je vous le dis, c'est un idiot. Tu es un enfoiré. C'est la vérité. Je me suis fait arrêter des dizaines de fois pour possession de drogue, chantage, ou parce que je m'étais battu. J'ai toujours réussi à me faire relâcher rapidement. La seule fois où j'ai été en prison, c'était pour une petite bagarre. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont arrêté une semaine après mon mariage. Quand je suis sorti, ma femme m'a immédiatement demandé le divorce. C'est courant quand on atterrit en prison. On s'aimait énormément. Mais à mon retour, elle était très distante. Ce soir-là, on a couché ensemble. J'avais l'impression de faire l'amour à une poupée. Mes pires souvenirs restent les contrôles menés par les gardiens. Avant qu'on rejoigne nos cellules, ils devaient vérifier qu'on ne cachait rien. On se retrouvait complètement nus devant des inconnus.
Il fallait passer au-dessus d'une barre, leur montrer nos mains, notre bouche, nos pieds et le clou du spectacle. Il fallait écarter les fesses pour qu'ils puissent voir notre trou de balle. L'ami de Nakamura a non seulement écopé de 25 ans de prison, mais il a aussi dû sacrifier 2 doigts de sa main gauche. Mon clan venait d'ouvrir un compte en banque à mon nom avec 400 000 € dessus. Et c'était justement le jour où je devais régler une dette de jeu du même montant. Je me suis dit que je pouvais emprunter cet argent. En le faisant, j'ai déshonoré mon clan. Il fallait que je présente des excuses à mon supérieur. Selon notre code d'honneur, il n'y avait qu'une solution pour effacer ce déshonneur. Donc je me suis coupé 2 doigts et j'ai quitté mon clan. Après ça, j'ai mis chaque doigt dans un bocal de formol. Et je les ai envoyés aux 2 clans impliqués dans cette histoire. Les doigts ont plus de valeur que l'argent. Il n'y a pas de plus grand symbole de rédemption dans le monde des Yakuza. C'était le seul moyen de me racheter. La loi japonaise n'interdit pas aux Yakuza d'exister. Contrairement aux autres mafias, ils n'ont donc pas à se cacher et peuvent louer des bureaux et recruter des membres. Ici, il y avait une pancarte avec le nom de notre clan. Mais la police est devenue très stricte. On a dû la retirer pour éviter qu'ils viennent nous embêter. Les Yakuza se considèrent comme un mal nécessaire dans le milieu clandestin japonais. Ils détestent être comparés à de simples criminels ou aux autres mafias. Notre parrain nous enseigne certaines valeurs. Il ne nous ordonne jamais directement de commettre un crime. J'étais bien plus malhonnête avant de devenir un Yakuza. Si un petit délinquant veut rejoindre nos rangs, il doit se plier à notre règlement. Et croyez-moi, les recrues sont vite calmées. On ne tolère la présence d'aucun gang sur nos territoires. C'est nous qui débarrassons nos rues des petits criminels. Les Yakuza considèrent être victimes d'une persécution injustifiée. Mais plusieurs raisons ont poussé le gouvernement à voter ces lois plus sévères. Le parrain Tanaka en témoigne. Il y a plusieurs clans que je surnomme les groupes Rambo. Ils ont attiré beaucoup d'attention sur eux dans des affaires très médiatisées. Ils commettent des crimes qui ne respectent pas le code des Yakuza. Ils braquent des banques, font chanter des personnes de pouvoir et se sont même lancés dans le trafic d'organes humains. Je peux comprendre que la police ne soit pas prête à tolérer ce type de pratique. D'un point de vue extérieur, on peut facilement nous voir comme des malfrats. Mais contrairement aux autres criminels, on respecte encore certaines valeurs. C'est pas comme si on se baladait les tatouages à l'air, en semant le chaos. Bien entendu, on se doit quand même de faire respecter nos règles sur nos territoires. Pour ouvrir un bar, il faut nous demander la permission ou vous aurez des ennuis. Comme les Yakuza imposent leur autorité au reste de la population, bon nombre de Japonais approuvent les nouvelles lois plus strictes. Mais malgré tout, l'idée que les Yakuza sont un mal nécessaire a du mal à disparaître. Les chefs âgés tels que Tanaka s'opposent formellement au trafic de drogue sur leur territoire. Comme Tanaka le souligne, le déclin des Yakuza pourrait avoir des effets secondaires. Récemment, on a perdu un nombre alarmant de membres. Avec le passage en vigueur des nouvelles lois, on pourrait croire qu'ils cherchent à tous nous faire disparaître d'un coup. À présent, en tant que Yakuza, on ne peut plus ouvrir un compte en banque ou louer un appartement. On peut même nous refuser des soins médicaux. Plus ils essaient de nous affaiblir, plus ils facilitent la tâche aux mafias étrangères qui cherchent à s'implanter au Japon. Au moins avec les Yakuza, la police sait à qui elle a affaire. Nos bureaux et nos membres sont tous répertoriés. Ils peuvent facilement nous contrôler. Ils n'auront pas ce luxe avec les autres. Quand il était encore vivant, mon père s'inquiétait pour moi. Il me disait toujours, ne t'attire pas d'ennui avec la police. Encore un séisme.
C'est vrai? Oui, c'est mon alarme à séisme. Un séisme s'est déclenché près d'Ibaraki. Préparez-vous à un impact majeur. Vous le sentez? Le séisme, oui. Il va être puissant? D'après ce message, il devrait l'être. Alors sortons d'ici. Tu es sérieux? Tu veux aller où? Il est déjà arrivé jusqu'ici, on va mourir ensemble, Sébastien. On est dans la préfecture de Miyagi. On va rendre visite à un camp de réfugiés. J'ai amené quelques bières pour les leur offrir. J'espère qu'un peu d'alcool va les aider à retrouver le moral. C'est hallucinant. Le séisme a tout ravagé. Il ne reste plus rien. C'est plus impressionnant qu'à la télé. Vous avez vu? Il y a des bateaux et des voitures éparpillés partout. La nature est terrifiante. En tant que Yakuza, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans des situations effrayantes et face à des ennemis redoutables. Mais comparé à la force de destruction de la nature, c'est de la rigolade. Les tsunamis et les séismes balayent tout sur leur passage. C'est difficile d'imaginer que des enfants fréquentaient cette école. Du jour au lendemain, tout a été détruit. Tout d'un coup, j'ai entendu crier « Fuyez si vous tenez à la vie !» Le tsunami avançait. J'ai tout laissé en plan et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à l'école élémentaire où je me suis réfugiée sur le toit. Notre maison a été balayée. On y menait une vie tranquille. On a tout perdu. Maintenant, on se retrouve obligé de demander la charité. C'est une chose à laquelle je n'étais pas habituée. J'en ai beaucoup pleuré. Combien de bières est-ce qu'on a le droit de prendre? 2 ou 3. Des mois après la catastrophe, le gymnase sert encore d'abri à plus de 30 réfugiés. C'est la première fois que Nakamura vient sur les lieux. Mais son ami et son clan sont déjà venus à 2 reprises, juste après le séisme. Et même s'ils espèrent aussi que ça aide à redorer leur image, les Yakuza étaient une des premières organisations à aider les sinistrés. Encore merci pour la bière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu. Pour tout vous dire, je crois même que je suis un peu pompette. J'en perds les mots. Je suis vraiment très triste pour tous ces gens.
J'ai une idée. On va vendre des bouteilles d'eau. J'ai un ami qui peut me vendre des bouteilles d'1 demi-litre à 25 yens l'unité. On peut les revendre 5 fois plus cher dans les zones sinistrées. Il manque toujours d'eau potable là-bas. Ça, c'est mon petit-fils, Ricky. Tu peux me rappeler quel âge tu as? 8 ans. Il a déjà 8 ans. Et là, c'est son petit frère, Ren. Tu as quel âge, toi? Il a 3 ans. C'est ça. Mon grand-père est un yakuza. J'en serai peut-être un aussi. Tanaka s'inquiète pour l'avenir des yakuza. Leurs valeurs ne sont pas prises en compte par les jeunes membres qui ne veulent pas s'embêter avec autant de règles et de restrictions. Ils préfèrent se faire de l'argent facile en trafiquant de la drogue et en pariant sur la bourse. La police a donc remplacé sa politique de tolérance par une politique d'extermination. La pègre japonaise est en plein tourment. Les circonstances actuelles nous ont contraints de mettre fin à toute coopération avec les forces de l'ordre. On ne peut plus les mettre au courant de nos affaires. Il faut qu'on s'habitue à opérer autrement. On va devoir agir clandestinement si on veut survivre, comme toutes les autres mafias. Les yakuza vont aussi devoir s'opposer à de nouveaux ennemis redoutables. Pour toutes ces raisons, je ne souhaite plus que mes enfants et mes petits-enfants s'impliquent dans ce milieu. Le second, le troisième, je suis le 8e parrain d'une longue lignée. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de léguer ces symboles à mon successeur. Dans le royaume animal, tout est aussi une question de territoire. Si un chef meurt, un autre prend sa place. Par exemple, si une mouche entre par la fenêtre, vous l'écrasez. Il ne faudra pas longtemps à une autre mouche pour venir prendre le relais. Cette nouvelle mouche pourrait être une nouvelle mafia japonaise. Elle pourrait aussi être étrangère. Quoi qu'il arrive, tant qu'il y aura quelque chose d'aussi tentant que l'argent, il y aura toujours des mouches. Quelques semaines se sont passées depuis le voyage de Nakamura. Son affaire de bouteille d'eau s'est révélée être un nouvel échec. Le sensei commence à perdre patience. Il a donné rendez-vous à Nakamura sous les cerisiers en fleurs. Le lion de Ginza semble déprimé. J'ai gâché ma vie en devenant yakuza. C'est à cause de ça que mes 3 mariages ont échoué. Je n'ai plus personne. Il y a beaucoup de choses que je regrette. J'aurais dû me montrer plus clément avec certaines personnes. C'était un mode de vie hédoniste. On buvait, on mangeait jusqu'à n'en plus pouvoir. On ne dormait pas. Et on recommençait le lendemain. Mais le corps finit par ne plus supporter tout ça. Maintenant, je souffre de diabète et je dois me faire des piqûres d'insuline. Les sensei sont là. Le sensei est arrivé! L'ambiance est tendue.
Après quelques verres, Nakamura commence à s'apitoyer sur son sort. Je regrette ce que j'ai fait de ma vie. Je ne sais même pas par où commencer. Je me fais pitié. Je ne regrette rien. Vous avez raison. Je ne devrais pas parler de regrets. Ça va aller. Arrête de te lamenter sur le passé et pense à l'avenir. On ne peut pas changer le passé. Il est trop tard pour ça. Sans un mot, le sensei quitte ses convives. Il en a vu assez. Le soir même, dans le bureau de Nakamura. Ils me mettent à la porte. Je n'ai pas payé le loyer. Ils m'ont déjà repris les clés. En plus, ils me demandent 30 000 $. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à gagner d'argent. Je n'ai pas eu de chance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pensais qu'on me prêtait ce bureau à titre gracieux. Je comptais partager les bénéfices avec eux une fois l'entreprise lancée. J'étais Yakuza pendant 37 ans. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre. Mais je vais trouver. Je vais recommencer à zéro. Encore une fois. C'est la dernière fois que Nakamura a été aperçu dans les rues de Tokyo. En novembre 2012, le lion de Ginza a trouvé la mort alors qu'il fuyait ses créanciers. Cette émission est terminée. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous le savez, si vous souhaitez voir ou revoir nos reportages, n'hésitez pas. www.franceau.fr. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Quand je me déplace dans les zones rurales,